Quelques mots d'introduction pour présenter Boonserm Premtada, qui nous arrive de Bangkok. Alors Boonserm, je ne vais pas le présenter au sein de la scène mondiale de l'architecture par la face nord de cette scène. Je ne vais pas vous dire que Boonserm Premtada est déjà un maître de l'architecture de briques. Je ne vais pas vous rappeler que la brique, ce n'est pas seulement un écomatériau, c'est une matrice de l'architecture universelle et immémoriale. Je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous présenter Boonserm par la face sud, en quelque sorte. Vous savez à quel point le Global Award est ouvert aux architectes non occidentaux. Ce n'est pas fortuit. Nous avions l'intuition au départ que les sociétés ou les ruptures historiques évoquées par Marie-Christine Labourdette, climatiques, urbaines, démographiques, sont infiniment plus rapides et souvent même brutales. L'urgence commande l'innovation. En cherchant des réponses spécifiques à leur situation, les architectes du Grand Sud innovent. Et ils innovent pour tout le monde. Pour autant, ces grands architectes que vous avez découverts ici, je cite Francis Kéré, Bijoy Jain, Karin Smuts, qui a déjà été cité, Wang Shu, ils ont tous jusqu'à présent une double culture, originaire et occidentale. Il faut en passer par l'Occident pour apprendre l'architecture moderne. Mais en même temps, nous observons qu'ils s'émancipent de cet héritage moderne. Moderniste, je dirais plutôt. Cherchant des réponses à leurs urgences, ils ne trouvent plus seulement dans ce corpus que nous avons créé par et pour l'Occident, ils ne trouvent plus dans ce corpus les réponses qui leur sont nécessaires. Et il est évident qu'en ce moment, je pense que, d'autres théoriciens, d'autres grands esprits disent que le monde devient uniforme de l'architecture. Moi, je pense, mais je sais peut-être parce que je ne le traverse pas uniquement en avion, je constate au contraire qu'il y a une forme d'archipélisation du monde qui se produit sous nos yeux, dans de grands bassins de civilisation, par exemple, ce grand bassin que forme l'Asie du Sud-Est, avec la Chine, l'Inde, et ça va jusqu'à l'Australie. Il y a une forme d'archipélisation du débat. On voit ces grandes régions prendre leur autonomie, en quelque sorte, architecturale, créer leurs débats, leurs revues. Cette émancipation, je pense, est un phénomène essentiel. Le prisme du Global Award permet de bien l'observer depuis 10 ans, voir surgir ce monde multipolaire qui remplace et qui critique aussi le modèle moderniste uniformisateur. Et j'en venais à penser depuis quelque temps que le moment allait venir où un architecte ferait dans ce mouvement d'émancipation un pas de plus. Et bien, ce moment est arrivé il y a quelques semaines, pour moi, je ne sais pas si, pour comprendre son travail, j'ai interrogé Boonserm Premtada sur ses rapports avec les maîtres occidentaux. J'ai interrogé sur Wright, Kahn ou Laurie Baker. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà ce qu'il m'a répondu. Et je conclurai, c'est sa présentation. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'étudier en Thaïlande. Le pays traversait alors une crise économique et j'ai dû tirer un trait sur mes projets de bourse à l'étranger. Mais ça ne m'a pas découragé. Le résultat, et c'est ça qui m'a beaucoup étonné, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, mes travaux sont comme de l'eau distillée, sans l'ombre d'une influence extérieure. J'ai appris des grands architectes par la lecture, l'observation, l'imagination, et je comprends leur universalité. Mais la coexistence parfaite entre la nature et le bâti, ce sont les maisons dans les campagnes, construites par des anonymes, qui me l'enseignent. Cher Boonserm Premtada, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est votre vérité. C'est votre vérité. Et au nom de cette vérité, je suis très curieuse de vous entendre et je pense toute la salle avec moi. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vis dans un pays qui n'est pas terminé. Densité, complexité, vous voyez cela à l'écran, voilà. Ça, c'est le bidonville dans lequel je suis né. Une image importante pour moi, dont je me souviens, qui reste avec moi dans mes sensations architecturales. Et j'utilise mes sensations pour prendre des décisions, pour créer, pour permettre une vie meilleure pour tous. Voilà un de mes projets. Une école de cinéma située en banlieue de Bangkok. Lorsque j'y suis arrivé, il n'y avait rien. Des champs de riz
Un canal, 2 canaux, une route. Et voilà le terrain à construire. Sa superficie, un auditorium, entre autres, le plan. 5 parties. Une zone administrative, une bibliothèque, une zone pour les cours magistraux, un atelier et 5e, une cantine. Ça, c'était le modèle d'origine d'un étage. L'architecture a un sens ou des sens multiples. On crée des espaces qui réunissent l'intérieur et l'extérieur. Les murs qui séparent l'intérieur et l'extérieur séparent également la lumière. De la nuit ou du noir. Je plante également des arbres pour des espaces de vie dans la nature entre les arbres, pour le jour comme pour la nuit. Vivre avec la nature, accueillir l'être humain. Il faut que l'air, le vent, la lumière puissent vivre dans les couloirs, dans les espaces. Les murs, des lignes horizontales, des ondulations, ombre et lumière. Les pierres qui verdissent, des murs construits pour toutes les saisons. Je trouve les murs droits, lourds, en créant des murs ondulants. On crée des espaces plus aérés, plus légers, plus lumineux. Je me suis demandé également comment susciter l'imaginaire des étudiants, des personnes qui vivent dans cette école de cinéma. Les lumières tamisées permettent de susciter l'imaginaire des étudiants. Le monde est rapide, trop rapide pour moi. Je veux que chacun puisse vivre plus lentement. Dans une école de cinéma, la technologie est partout. Mon idée était celle-ci. Je voulais que les circulations soient interrompues par des arbres, des obstacles. De façon à ce qu'on ne puisse pas se promener sans faire attention ou en étant obsédé par son iPhone. Les différentes textures, la lumière, la pierre, espace de méditation. Que les professeurs, que les élèves, que ceux qui font le ménage, que l'équipe de sécurité
utilisent ces espaces de la même façon. Des cours, des patios pour connecter les espaces, celui du studio, la cour du studio, de l'espace administratif, une cour extérieure, intérieure, le studio Beaux-Arts, atelier des Beaux-Arts. La brique est un matériau quotidien utilisé pendant très longtemps en Thaïlande. Nous avons utilisé un vieux type de briques pour ce bâtiment. Nous avons ajouté des supports métalliques pour stabiliser la brique. La brique est également utile pour lutter contre la chaleur étouffante qui règne parfois en Thaïlande. Je travaille également sur le silence. Voici un autre projet prévu pour les animaux, pas pour les êtres humains. Dans la province de Surin, à 7 heures de Bangkok, très loin de Bangkok. Le gouverneur de la province de Surin a voulu ramener l'éléphant qui a tendance à se déplacer vers Bangkok, vers la province de Surin, en considérant l'éléphant comme un membre de la famille humaine. Le premier bâtiment est un musée dont on a commencé la construction. Un musée où les hommes et les éléphants puissent circuler partout. Autre bâtiment. Les éléphants de Surin sont différents des autres éléphants du monde, car à Surin, les éléphants sont très domestiqués, sont comme des animaux domestiques. Voici des colonnes, des fondations. Des collines, une sorte d'amphithéâtre et un couvert très simple. Puis nous avons planté des arbres, c'est très simple. Un espace très libre, très flexible, où chacun peut prendre son temps pour s'asseoir, se coucher, profiter de l'espace. La construction est en cours. Autre bâtiment, une tour en briques. À Surin, il n'y a pas de relief. La topographie est très plate. J'ai donc voulu créer une tour pour que les hommes puissent monter, regarder ce qui se passe de haut. L'atmosphère à l'intérieur doit refléter l'atmosphère de l'extérieur. 5 étages.
pour profiter du paysage, des éléphants. Circulation libre entre l'extérieur et l'intérieur. On vit dans les espaces, dans les fissures, dans les fractures. Ce projet m'a appris que l'animal rend l'être humain heureux. Tahiti Duvin, voici un ambassadeur de France envoyé en Thaïlande, Simon de Laloubert. Il a écrit pour Colbert sur notre pays. Nous remontons loin dans l'histoire. Laloubert pensait qu'il fallait cultiver le vignoble en Thaïlande. Il s'agit d'une zone touristique. Je voulais d'abord respecter le site, respecter son histoire, l'histoire de ce paysage. Nous sommes au bord d'une rivière. Le paysage est très beau. Le paysage fait partie intégrante de l'histoire du lieu, de mon point de vue. Pour produire du vin, il faut du temps. Le temps est important. Il faut prendre son temps pour construire. Dans le pavillon du vin, il faut que les gens puissent prendre leur temps, passer du temps. 1 heure pour aller de Bangkok à ce site touristique, et je voulais que les gens, une fois arrivés sur place, puissent prendre leur temps. Occupation de l'espace. Le matin, à midi, le soir. Le pavillon est un point central qui invite les êtres humains. J'ai trouvé qu'il fallait 5 espadrilles en spirale. J'ai regardé un escalier, ça ne m'a pas plu, ce n'était pas assez. Ça ne m'inspirait pas, ni 2, ni 3, ni 4, il en fallait 5. Ce n'est pas un cercle, c'est une spirale, mais c'est une invitation à monter, à aller voir ce qui se passe. C'est comme créer une grande fenêtre. L'idée de créer un espace qui soit véritablement spécial, ce que j'appelle un lieu. La texture, PVC, contreplaqué, bois, tout cela se mélange. La perception de l'espace est très importante. Tranquillité, sérénité, lumière tamisée. Des lumières qui ressemblent à des bougies. On entre, on n'est pas dans une lumière trop crue. On aime bien ça. On est plus beau sous des lumières tamisées. Voilà le plan.
les escaliers, les plateformes. En section, vous voyez là encore les escaliers en spirale. Les colonnes plus hautes que les escaliers. Les colonnes qui donnent une sensation de solidité. Revêtement en PVC. Je n'ai pas voulu de verre parce que le PVC est un matériau extraordinaire au sens où il ondule par lui-même. Les reflets sont intéressants. Si le mur gaufré, un détail, le contreplaqué peut être enlevé facilement pour rendre l'espace modulable. On peut même déplacer l'entièreté du bâtiment si on le souhaite. Les détails, du toit, la lumière. La propriétaire très heureuse du résultat. L'intérêt est évident pour la communauté locale. Ayutthaya n'est pas un lieu très touristique aujourd'hui. L'idée était justement d'aider à l'essor économique de cette région. D'attirer des touristes qui pourront venir peut-être une fois par mois. Et comment a pris ce projet? Abandonner ou essayer? Tenter. Bien sûr, il faut essayer. Un autre projet que j'appelle la chapelle. Un pavillon. Mais je trouvais le terme de pavillon qu'on m'avait proposé un peu gênant. Ça m'évoquait le bruit, l'animation, l'agitation. Et je voulais quelque chose de très tranquille, très serein. Donc j'ai proposé ce nom de chapelle. C'est un projet qui tourne autour de l'idée d'atmosphère, de respect et d'esprit du lieu. Une chapelle pour les artisans, les charpentiers, les maçons. C'est un bloc de verre translucide qui ressemble à un prisme, jeu de reflets, et puis du contreplaqué local. Nous avons utilisé ce bloc de vitre, de verre pour les toilettes, par exemple. Entre autres, voilà les qualités de cette matière translucide, la qualité de fabrication. Et puis c'est un cube, une forme géométrique. J'ai également travaillé avec le mortier. Nous n'avions pas de fondation. Le plan sol, très simple, une élévation qui vous montre l'entrée, quelques marches. Pour entrer dans ce sanctuaire des artisans, une étude sur la structure en mortier. Voilà les dimensions de la brique que nous avons utilisée. Au lieu d'utiliser du mortier classique, nous avons utilisé du mortier au bois qui présente de nombreuses qualités structurelles.
Vous voyez encore à l'écran les qualités structurelles, les possibilités structurelles couvrent l'usage du bloc de verre. Des colonnes libres, c'est la décision que nous avons prise. Surélevées par des blocs de verre. Voilà l'un des artisans qui montre ce qu'il sait faire. Utilisation du contreplaqué et du bloc de verre, du pavé de verre. Le glass block. And then in the top we use the steel anchor on the top. Every anchor. Ancrage en acier en haut. And brick. That is the brick for and like worker that work from with the high building. And make the star like the worker star. This is the construction process. When we go to the site, we set up le site, les artisans, le pavillon. La chapelle est en construction, reflet, prisme, des reflets, des couleurs. Tout est silencieux. Le chantier lui-même est bruyant, mais quand on entre à l'intérieur de cet espace, le silence règne. Contexte. Quand on regarde de l'intérieur vers l'extérieur, on est conscient du contexte à l'extérieur. Et qu'est-ce que m'a appris ce projet? Que l'architecture n'appartient à personne, l'architecture appartient à tout le monde. Dernier projet que nous avons fait, c'est une recherche sur le son dans l'architecture. J'ai reçu une bourse, un financement, une bourse asiatique pour travailler sur ce sujet que j'ai trouvé très intéressant. Solano, lorsqu'il a rendu visite, m'a rendu visite et qu'il a visité notre projet, s'est rendu compte que le son avait une grande importance et que dans l'architecture en briques, les propriétés sonores étaient particulières. Or, quand on vit une architecture, on la vit avec tous ses sens. Je suis sourd d'une oreille et j'entends assez mal de l'autre, une audition de 30% à peu près. Je suis presque sourd. Voici une vidéo sur l'architecture en briques du point de vue du son.ตอนนี้เราอยู่ที่สถาบันกัตนานะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐมมีลักษณะพื้นที่ที่มีความ
น่าสนใจสำหรับที่ผมให้ความสนใจสำหรับการศึกษาคือว่ามันมีลักษณะพื้นที่ทางเดินที่เป็นพื้นที่ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวกำแพงนี่จะมีพื้นที่ซึ่งสูงมันไม่มีหลังคาปิดมันเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งแล้วก็ลักษณะของกำแพงนั้นก็จะเป็นคลื่นมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเสียงมันมีความน่าสนใจที่ผมอยากจะศึกษาสงสัยว่าผมเอาคล้องนี่มาทำไมนะครับเนื่องจากว่าคล้องเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำมันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยรับรู้นะครับเรื่องเสียงได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราอยู่ด้านนอกเนี่ยเราก็จะตีเราก็ได้ยินเสียงอีกแบบนึงจนมาถึงพื้นที่บริเวณนี้นะครับมันก็จะมีเสียงที่มันมีความกังวานก้องกังวานเสียงดังยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่บริเวณนี้พอมาถึงตรงช่องทางเดินนะครับลักษณะของเสียงก็จะเริ่มเบาขึ้นลงหน่อยครับตามความกว้างความลึกของพื้นที่ที่เว้าเข้าไปข้างในนะฮะเราก็จะเห็นว่าเสียงมันมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าเสียงคล้องนะครับหรือเสียงเนี่ยในสถาปัตยกรรมที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นวัดศรีชุมจะมีลักษณะเป็นยังไงมาทดสอบกันนะครับเสียงคล้องที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีเสียงอันนี้คือบริเวณช่องประตูนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของเสียงข้างในนี่จะมีเสียงที่มีความก้องกังวานมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเสียงมันก็ไม่เป็นที่มันก็จะไม่เป็นเสียงก้องเพราะว่ามีช่องเปิดด้านบนของตัวอาคารเราจะสงสัยว่าช่องต่างๆที่อยู่ด้านบนนะครับ2ช่องนั้นเนี่ยมีไว้ทำไมนะครับก็คือช่องนั้นเนี่ยนะครับจะมีไว้สำหรับให้คนเนี่ยขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับช่องนะที่เรากำลังเดินขึ้นมาเนี่ยเป็นช่องแคบๆก็จะเห็นว่ามันพอดีกับตัวเราเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องออกไปนะครับทางขวามือนะครับซึ่งเป็นช่องแคบๆเล็กๆนั่นถือว่าเป็นช่องแรกนะช่องนี้จะอยู่ในระดับของพระโอษฐ์ขององค์พระนะครับซึ่งช่องนี้ก็เป็นช่องที่ใช้สำหรับเปล่งเสียงคนก็จะเข้าใจว่าพระพุทธรูปนั้นเนี่ยนะครับพูดได้เรียกว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับกำแพงด้านหลังองค์พระครับอันนี้เราก็จะเห็นช่องเล็กๆด้านท้ายพระเศียรคนโบราณเข้ามานี่ก็จะพูดผ่านหลังองค์พระเสียงก็จะไปเปล่งกระจายอยู่ข้างในตัวพระอุโบสถซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เห็นคนเลยเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเสียงเนี่ยออกมาจากด้านหลังจะใช้เสียงนั้นนะในการสร้างขวัญกำลังใจนะครับสร้างให้พระพุทธรูปสร้างให้สถานที่แห่งนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นวันนี้เรามาอยู่ตรงเตาเผาอิฐนะครับทางในจังหวัดอยุธยาตามกรรมวิธีโบราณแต่เดิมที่มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บความร้อนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเสียงนะครับด้วยลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นทรงโดมีบรรยากาศของการเก็บเสียงนะครับการกระจายเสียงได้ดีข้อดีของรูที่เกิดขึ้นในวงกลมนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับมันเป็นตัวที่มันสามารถที่จะไม่ได้ทำให้เสียงก้องแต่เสียงมันสามารถที่จะกระจายแล้วก็ค่อยออกไปสู่ด้านบนได้เดี๋ยวเรามาลองฟังเรื่องเสียงกันว่าเสียงใน
ถานการณ์ของเตาเผาอิฐนั้นเป็นยังไงนี่จะจากด้านนอกเราจะเห็นว่าตัวเตาเผาอิฐนั้นเนี่ยจากข้างนอกข้างในนั้นมีความแตกต่างกันข้างในมันจะมีความกังวานคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่เราจะเอาไปพัฒนาเรื่องของการออกแบบนะครับในเรื่องของเสียงต่อไปวัดเหมยยงนั้นเป็นวัดที่มีพื้นที่ที่น่าสนใจตรงบริเวณทางที่เราเรียกว่าฉนวนนะครับฉนวนซึ่งเป็นทางเดินยาวๆนะครับเมื่อเราพูดนะครับหรือ เปล่งเสียงเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่มันเหมือนที่มันเสียงที่มันสะท้อนอยู่สิ่งแรกที่ผมทดสอบคือผมพยายามตบมือถ้าเทียบกับการตบมือแบบนี้เราจะเห็นเสียงที่แตกต่างกันนะครับอันนี้มีความแตกต่างกันของผมอยากจะเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่เรา ไม่เคยค้นพบและเราค้นพบเกิดขึ้นมาดูกันว่าเราสามารถที่จะองค์ความรู้ในอดีตแบบนี้นั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อเป็นงานออกแบบได้อย่างไรบ้างนะครับ In this research, we found that we have to vary our space, vary our like the volume, vary like a form, to make it Forme et volume influencent le son. Son du silence, son mystérieux, paysage de son, une modélisation de mouvement du son selon le type de mur, ici avec des murs ondulants. Le son qui se diffuse dans toutes les directions. Vous avez vu les dômes de tout à l'heure? Les dômes de la briqueterie. Et voilà le jeu que nous avons fait avec cette idée du dôme. En utilisant des moules. Ainsi, une salle de réception de la province de Pattaya. Son mystérieux. L'idée de créer ou de permettre la diffusion d'un son dont l'auditeur n'arrive pas à repérer la source. Ici, nous sommes dans le projet Éléphant. Là encore, nous avons joué avec la diffusion des sons. Voilà une vidéo. Le Kantana, ce n'est pas simplement paysage, architecture, lumière, mais c'est un lieu de vie.
คิดว่าอิฐนั้นเป็นจริงแล้วมันเป็นพื้นฐานนะครับในสิ่งที่คนไทยเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วสำหรับการก่อสร้างมีการก่อสร้างในอดีตมาเป็น700-800 ปีนะครับมันค่อยๆนะครับสูญสลายนะครับด้วยเหตุที่ว่าด้วยการที่อาจจะเป็นเพราะว่าวิทยาการสมัยใหม่เมื่อถูกเปลี่ยนแปลงเสร็จวัสดุต่างๆของการใช้งานก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สมัยอากงอาม่าเข้ามาจากเมืองจีนก็มาอยู่ที่นี่80 ปีที่แล้วยุคนั้นดีกว่านี้เยอะตอนนี้ทุกคนก็หันไปใช้อิฐตัวอื่นเยอะนะคะไม่ค่อยใช้ตัวนี้แล้วมันก็เหมือนอนุรักษ์มรดกไว้ด้วยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเลยเพราะถ้าไม่ทำอีกแบบมันก็คงหายไปมันก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ละก้อนเนี่ยมันเหมือนมีจิตวิญญาณของพวกเขาใส่ลงไปด้วยอ่ะมันก็เป็นเสน่ห์ตรงนั้นด้วยแต่ละแผ่นไม่เหมือนกันส่วนตัวก็รักอิฐพวกนี้ด้วยค่ะจริงก็ไม่อยากให้มันหายไปสิ่งที่มันลึกๆในใจผมมาตลอดนั้นคือทำให้สถาบันจันทนานั้นเป็นมากกว่าสถาปัตยกรรมไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมไม่ใช่ออกแบบตึกนะมันกลายเป็นสิ่งที่โอ้โหมันไปถึงชุมชนถึงผู้คนมันกลายเป็นว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับเนี่ยไม่ใช่เงินแต่เป็นโอกาสการต่อลมหายใจให้กับชุมชนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกโรงงานจะเลิกทุกคนร้องไห้แล้วเราบอกเฮ้ยทิ้งเขาไม่ได้อ่ะเขาต้องมีงานทำต้องอยู่ตั้งแต่รุ่นแม่เขาก็ไปอยู่เนี่ยลูกถึง7 คนเราไม่ได้ไปไหนก็ลูกก็อยู่วนเวียนก็ในโรงอิฐนี่แหละมันญาติแต่ยิ่งกับญาติดิมั้งคะมันอยู่ด้วยกันมันครอบครัวใหญ่เลยตั้งแต่บางคนอยู่ก่อนผมเกิดก็มีมันโอ้โหมันเปิดมากว่า50 ปีครับแล้วอยู่ดีมาถึงรุ่นเราแล้วเราไม่เอานะแล้วคนที่เขาบุกเบิกมาเขาจะรู้สึกไงอยู่จนเสียจบเขามีแฟนมีลูกมีเต้าเสียจบน่าจะความสัมพันธ์ด้วยความคุ้นเคยด้วยแล้วก็มันเหมือนบ้านที่บอกนะมันเหมือนบ้านตั้งแต่อาจารย์มานะคะทำให้แบบเริ่มเห็นแบบพอมีอนาคตบ้างแล้วโอเคครับคุณอาจจะฝึกคนเข้ามาแบบคนที่มีความรู้ฝึกเข้ามาให้ดีขึ้นผมว่าไม่ใช่เรื่องยากฝึกคนจากคนที่ไม่มีอะไรในชีวิตจะเสียแล้วจนแบบมันมีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสถาบันจันทนานั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่มากกว่าสถาปัตยกรรมอิฐเป็นมากกว่าอิฐMerci beaucoup de votre attention. Merci de m'avoir accepté dans cette famille de l'architecture durable. Je crois que, de mon point de vue, mon handicap me rend de plus en plus fort. Merci.